Les deux pays qui sont à l'initiative de ce TNP, ce sont les États-Unis et l'Union soviétique. Deux pays qui pourtant à l'époque se menaient la bourre, faisaient une guerre, la guerre froide, on était en pleine guerre froide. Donc ça peut être étonnant que ces deux pays aient décidé de travailler sur un système de contrôle. Et justement, c'est au moment, c'est après ce qu'on a appelé l'épisode des missiles de Cuba, où effectivement on a frôlé une catastrophe internationale, que ces deux pays se sont dit que peut-être il y avait plutôt intérêt à travailler à un système de contrôle et de non-prolifération, plutôt que de laisser le champ libre à une prolifération tout azimut. Le traité de non-prolifération, donc, qui a été signé en 1967, est un traité qui vise à empêcher la prolifération des armes nucléaires. Mais c'est un traité qui pose problème parce qu'il distingue deux catégories de pays. Les pays qui, à cette date-là, en 1967, ont déjà procédé à des essais nucléaires, et ces 5 pays, à l'époque, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine et la France. Donc ces 5 pays ont un statut particulier, et les autres pays, qu'on appelle dans le traité les pays non dotés d'armes nucléaires, ont un autre statut. Pour les premiers pays, ils ont donc le droit de continuer à posséder des armes nucléaires. Les seconds, par contre, s'engagent à ne pas développer ni de production, ni de recherche, ni de moyens pour construire des armes nucléaires, ni à en acquérir. La contrepartie pour eux réside normalement dans deux choses. D'une part, les pays dotés de l'arme nucléaire s'engagent à les aider à développer des technologies civiles d'utilisation du nucléaire pour l'électricité et des choses de ce genre. Et d'autre part, les 5 pays dotés de l'arme nucléaire s'engagent à commencer un processus de désarmement nucléaire pour arriver à un désarmement. Entre le moment où ce traité entre en vigueur, 1970, il n'y a pas très longtemps, ça fait 36 ans, et aujourd'hui, il n'y a que 3 pays nucléaires supplémentaires au-delà des 5 officiels. Ces 3-là, c'est l'Inde, le Pakistan, Israël, qui sont des pays où tout le monde sait qu'ils ont l'arme nucléaire, qui sont les seuls pays qui ne sont pas signataires du TNP. Alors pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand le TNP entre en vigueur en 1970, on considère État nucléaire les pays qui, en 1970, soit possèdent l'arme nucléaire, soit ont déjà fait des tests pour obtenir l'arme nucléaire. Ce traité cherche à limiter le nombre de pays qui ont l'arme nucléaire. Il a sans doute réussi à le faire, puisque un certain nombre de pays qui avaient l'arme nucléaire y ont renoncé. L'Afrique du Sud avait l'arme nucléaire, la Suède avait été très avancée dans ses recherches et y a renoncé. L'Argentine et le Brésil ont, à peu de distance temporelle près, renoncé aussi à aller plus loin dans leurs recherches. Et les pays issus de l'éclatement de l'Union soviétique qui ont eux aussi renoncé à la possession de ces armes nucléaires en les redonnant à la Fédération de Russie. On peut revenir en arrière, on peut arrêter des programmes sans que sa sécurité soit remise en cause pour autant. Le Brésil et l'Argentine étaient deux pays qui avaient construit chacun de leur côté un programme nucléaire contre l'autre, c'est-à-dire le Brésil directement contre l'Argentine directement contre le Brésil. Et quand ces deux pays ont accepté, alors évidemment ça se fait toujours sous la pression internationale, mais heureusement, ont accepté de ne pas mener à bout leur programme nucléaire, ils sont devenus signataires du traité de non-prolifération, et en même temps, cela a donné naissance à une zone dénucléarisée dans toute l'Amérique latine. Il y a une certaine réduction des quantités, bien entendu, mais on était parvenu à un tel niveau démentiel d'arsenal quand on a 15 000 têtes nucléaires et qu'on a de quoi faire sauter 14 fois la planète, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc il y a une réduction, on n'a plus de quoi la faire sauter que 6 fois seulement, mais on reste, cette réduction ne touche pas au fond de quantité d'explosifs dont on dispose. Donc ici, la disposition du traité de non-prolifération sur le désarmement, elle est pour l'instant sans effet. Ce qui explique aussi d'ailleurs qu'un certain nombre de pays disent « mais après tout, si on ne respecte pas toutes les dispositions du traité, pourquoi est-ce que nous, on serait vraiment obligés d'en respecter certaines et les autres pas ?» Donc actuellement, il y a 8 pays
qui ont l'arme atomique. Ça, on en est sûr. Donc, il y a les 5 officiels, la France, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le number one étant la Russie. C'est vrai que la Russie plus les États-Unis, à tous les deux, ils détiennent 95% des armes nucléaires. C'est-à-dire que la France, avec ses 350 têtes nucléaires, c'est pas grand-chose à côté des 10 000 têtes américaines ou 16 000 têtes russes. Ceci dit, c'est quand même encore beaucoup trop. Mais ça, on y reviendra. Donc, il y a ces 5-là. Ensuite, il y a les 3 pays, l'Inde, le Pakistan et Israël, qui ne sont pas officiellement des États nucléaires au regard du TNP, mais qui sont des États nucléaires au regard de la planète entière, quoi. Voilà. Le reste, ce ne sont que des supputations. C'est-à-dire que personne ne sait si oui ou non la Corée du Nord a des armes nucléaires. Eux disent que oui. Beaucoup d'experts en doutent fortement. Quelle est la réalité? Quelle est la part d'esbrouf politique? Alors, est-ce que la Corée du Nord a ou pas l'arme nucléaire? Moi, pour l'instant, je pense qu'il faut être prudent et ne pas considérer trop rapidement que la Corée est un État nucléaire. C'est la même chose pour l'Iran. Aujourd'hui, rien ne permet de dire que l'Iran possède des armes nucléaires, voire fait des études pour en obtenir. L'Iran, effectivement, avec ses centrifugeuses, a réussi à enrichir de l'uranium dans des proportions ridicules. Ceci étant dit, il ne faudrait pas grand-chose de plus pour arriver à l'enrichissement nécessaire pour l'arme nucléaire, mais il n'y a rien qui dit aujourd'hui que l'Iran est sur le point d'y arriver. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est trop facile aussi de se trouver des ennemis supplémentaires pour justifier nos propres armements. Vous avez un certain nombre de dirigeants politiques qui argumentent sur peut-être que des groupes non étatiques, des groupes terroristes seraient susceptibles d'avoir l'arme nucléaire. Et tout de suite, évidemment, on pense à Al-Qaïda, on pense à Ben Laden, et tout ça. Je n'en sais rien. Je pense que personne ne le sait. Et là aussi, c'est quoi le meilleur moyen qu'ils tombent pas sur l'arme nucléaire? C'est qu'il n'en existe plus. Je ne crois pas beaucoup au terrorisme nucléaire parce que c'est difficile à manier. C'est difficile à manier parce que c'est d'un autre ordre. Une bombe nucléaire au World Trade Center, ça ne fait pas 3000 morts, ça fait 300 000 morts. Les actes terroristes, y compris les actes organisés par Al-Qaïda, ont un but politique. Alors quand je dis qu'ils ont un but politique, je ne dis pas que j'approuve ce but. On le sait, suffisamment problématique. Mais je veux dire, c'est un but politique. Ce n'est pas simplement un acte de folie. Ce n'est pas un acte insensé. C'est un acte tout à fait discutable, critiquable, insupportable, inacceptable. Mais c'est un acte qui prétend avoir un sens. Avec l'utilisation d'une arme nucléaire, là, c'est immédiatement, il n'y a plus une seule personne dans le monde qui peut protéger celui qui a employé ça, évidemment. Bon, alors on peut dire que c'est une manière de se suicider, c'est possible aussi, mais je crois que c'est un fantasme qui sert beaucoup à justifier toutes les doctrines de sécurité internationales, régionales, internes, à tous les fichages auxquels on assiste et dont l'efficacité, on l'a vu aux États-Unis, est tout à fait discutable. Qui décide et dans quelles conditions du droit à un pays de posséder l'arme nucléaire ou pas? Alors, il y a des éléments juridiques. L'Iran a signé le traité de non-prolifération, donc il est censé respecter ces dispositions. La Corée du Nord en est sortie. Bon, il y est revenu. Bon, mais s'il y a un traité, évidemment, il paraît normal et souhaitable pour la vie internationale qu'on respecte les dispositions du traité. L'Inde et le Pakistan ont procédé à des essais nucléaires en maintenant l'arme nucléaire. Normalement, ils dérogent au traité de non-prolifération. Ils devraient être passibles de sanctions terribles quand on pense aux pressions qu'on exerce sur l'Iran ou la Corée du Nord. L'Inde et le Pakistan relevaient de la même problématique. Bon, en réalité, on sait bien que cette année, par exemple, le président américain George Bush est allé signer en Inde
un traité des accords qui, en gros, passent l'éponge sur le fait que l'Inde a contrevenu aux dispositions du traité. Il est plus facile de dire à la Corée du Nord que si elle continue comme ça, on va fermer les échanges économiques, etc., que de dire la même chose à l'Inde. Bon, si on le disait à l'Inde, ça ferait sourire, parce que, voilà, il y a 1 milliard 100 millions d'Indiens, il y a une puissance économique, etc., et que le droit est une chose, les rapports de force mondiaux en sont une autre. Il faut quand même rappeler que la France ne l'a ratifié qu'en 1992. Donc depuis l'histoire du TNP, il y a eu plus de temps où la France était non signataire que de temps où la France était signataire, puisque finalement la France ne l'a signé qu'il y a 14 ans, ce qui est relativement court. Alors à l'époque, le traité n'est pas signé par la France, parce que la France ne veut pas se soumettre au processus que les États-Unis et la Russie à l'époque ont entamé, qui est un processus de contrôle à deux de ce qui se passe dans le monde, et que la France estime à ce moment-là qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit liée par ce traité. La France considère que l'arme nucléaire est une arme de dissuasion, c'est-à-dire une arme faite pour ne pas s'en servir. En même temps, la France ne s'est jamais engagée sur le principe de non-première frappe, comme l'ont fait les autres puissances nucléaires. Alors, qu'est-ce que c'est que la non-première frappe? La non-première frappe, c'est le fait de dire « je n'utiliserai pas les armes nucléaires en premier ». Voilà. La France ne s'était jamais engagée là-dessus. En même temps, tacitement, quand on dit arme de dissuasion, tacitement, ça veut dire ça, quoi. Historiquement, la doctrine nucléaire française, c'est une doctrine qui refuse de s'engager dans une guerre nucléaire, enfin dans un bombardement, dans une utilisation tactique du nucléaire sur le champ de bataille, et qui est une menace de mort globale, de tout ou rien, et qui consiste à penser qu'on pourrait infliger à un ennemi éventuel des pertes telles que ce soit insupportable pour lui, même si c'est au prix nous-mêmes de notre propre destruction. Donc c'est une espèce de menace de mort mutuelle. Mais c'est une doctrine qui a une certaine cohérence avec le fait que l'arme nucléaire est une arme avec laquelle on ne peut pas mener des petites batailles. C'est une arme du tout ou rien. Le discours de Jacques Chirac à l'île Longue en janvier 2006 a surpris beaucoup de monde. Quand Jacques Chirac dit on est prêt à utiliser l'arme nucléaire les premiers en cas de menace terroriste, ça veut dire que l'arme nucléaire n'est plus une arme de dissuasion, devient une arme complètement offensive. Et franchement, est-ce qu'il y avait besoin d'aller dire ça à ce moment-là, quoi ? Quel était le risque international en 2006 pour que la France, tout d'un coup, dise, comme si la France était sous une menace terroriste internationale, comme si... Franchement, ça rajoute de l'huile sur le feu, quoi. On est dans une espèce d'évolution qui n'est pas complètement nette, mais qui pose problème. Une évolution dans la situation, d'abord. Le président de la République actuel, Jacques Chirac, a quand même... après avoir repris les essais nucléaires après son élection en 1995, alors que la France avait lancé un moratoire sur les essais nucléaires qui était suivi, après avoir repris les essais, a peu de temps après décidé de fermer tous les sites d'expérimentation du Pacifique. Donc la France est aujourd'hui la seule puissance nucléaire à avoir fermé ses centres d'expérimentation et a en même temps aussi réduit les différentes armes nucléaires dont on disposait. Dans cette évolution-là, donc, on a quelque chose d'un peu contradictoire. On a une réduction du format, des quantités, une réduction des moyens d'expérimentation, et puis on sent dans le discours des inflexions. Alors, on a à la fois ces discours qui posent de très sérieux problèmes, et des démentis, si je puis dire, entre autres de la ministre de la Défense, Mme Alliot-Marie, qui assure que rien n'a changé, que la définition de la doctrine reste la même, que la France se refuse à faire de mini-armes nucléaires, et qu'il n'y a pas d'inflexion sur le fond.
Je reste persuadé qu'on est quand même dans une difficulté de fond. Alors, il est vrai que la pensée stratégique de Jacques Chirac n'est pas forcément homogène, ni constante, ni facile à caractériser, et qu'on peut sans doute y trouver toutes les contradictions, mais là on est devant une contradiction majeure. Ces phrases-là sont de vrais problèmes par rapport à la doctrine de dissuasion nucléaire classique française, qui fait que c'est normalement un instrument de dernier recours uniquement destiné à nos intérêts vitaux et pas à une pression sur un dirigeant supposé être sur le point d'utiliser des armes terroristes. Un des problèmes graves de cette incertitude sur l'évolution de la doctrine française, c'est celui de la protection des approvisionnements. Parce que approvisionnement stratégique, bien sûr on pense au pétrole, mais après tout on peut penser aussi aux flux d'informations. Si demain les flux d'informations financiers ou autres étaient interrompus, on imagine bien la désorganisation économique qui s'en suivrait, et donc c'est un approvisionnement stratégique aussi. Donc ici on étend de manière inconsidérée le champ de la dissuasion nucléaire. C'est normalement quelque chose qui doit protéger nos intérêts vitaux, c'est pas quelque chose qui peut être étendu à tous les circuits commerciaux, maritimes, aériens, etc. Le budget national actuellement, il y a à peu près 20% qui concerne la défense nationale. Dans ce budget national de la défense, la part pour les nouvelles armes nucléaires est proéminent. Il faut savoir que ça représente à peu près 1,5 million d'euros par heure. Chaque heure qui passe, c'est 1,5 million d'euros pour la modernisation des armes nucléaires. C'est pas pour payer les soldes des soldats ou changer les pièces détachées des tanks ou même maintenir en l'état nos forces. Non, c'est de l'argent qui est mis pour de la recherche, pour des nouvelles armes. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des nouvelles armes qui vont remplacer celles qu'on commence à mettre en place. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des stratégies de 30 ou 40 ans en avance. Mais pourquoi c'est pas pour la paix, ces stratégies? Quand on voit toute cette énergie, tout cet argent qui est mis là-dedans, on vient d'avoir les derniers chiffres du CIPRI, mais au niveau international, on en est à 1118 milliards de dollars par an pour les dépenses militaires. C'était 938 il y a 4 ans, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un accroissement phénoménal des dépenses militaires, notamment à cause des armes nucléaires par les pays détenteurs des armes nucléaires. Cet argent-là empêche le développement, parce que si cet argent était mis pour l'aide au développement, pour régler les injustices qu'il y a aujourd'hui sur la planète, pour permettre l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à tout le monde, eh ben, on diminuerait les sources de tension qu'il y a sur cette planète aujourd'hui. Donc l'arme nucléaire aujourd'hui est une arme de domination. Et les pays raisonnent, j'ai besoin de l'arme nucléaire aujourd'hui pour imprimer une puissance internationale. Eh bien moi je pense qu'aujourd'hui, un pays comme la France aurait beaucoup plus à gagner en termes d'autorité politique, à dire banco. En Europe, il y a 2 puissances nucléaires, la France et la Grande-Bretagne. Nous, ce qu'on a, c'est ridicule aux yeux des autres. On travaille à une nouvelle zone dénucléarisée, une 7e, parce qu'il y en a 6 aujourd'hui sur la planète, une zone dénucléarisée en Europe. Mais franchement, est-ce qu'on n'aurait pas plus à gagner à travailler là-dessus? Et est-ce que tout cet argent qu'on économiserait, est-ce qu'il ne serait pas plus utile socialement que ce qu'il est aujourd'hui? Il est militairement gâché. Une des difficultés de la limitation de la prolifération nucléaire, c'est la question du rapport entre les technologies civiles et militaires. Pendant longtemps en France, on a eu un discours officiel qui disait mais le fait que la France développe des centrales nucléaires, ça n'a rien à voir avec l'armement nucléaire, ce sont des technologies purement civiles, il n'y a pas de rapport vraiment, c'est pas parce qu'il y a de l'uranium que ça conduit à employer les mêmes choses. Bon. Aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu plus compliqué et qu'on peut passer de l'un à l'autre
non sans problème, mais il y a quand même des liens évidents, il y a des liens de fond, techniquement, qui font que, même si ça n'est pas la même chose, c'est quand même de la même famille, c'est du même ordre. Nous ne voulons pas être piégés par ce débat entre d'un côté ceux qui veulent à tout prix nous dire qu'il n'y a aucun lien, et ceux qui veulent à tout prix nous dire qu'il y a des liens obligatoires et inextricables. Nous, ce qu'on pense, c'est que de toute manière, si des liens il y a possibilité d'agir dessus pour empêcher le transfert automatique. On ne remet pas en cause tous les programmes de développement de la chimie parce qu'on peut faire des armes chimiques. Or, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler des armes chimiques et des armes biologiques que des armes nucléaires. Parce que la chimie, par exemple, vous avez des substances qui peuvent être tout à fait inoffensives, y compris transportables dans des sacs, dans des flacons, y compris pas obligatoirement en grande quantité, qui seules sont inoffensives, et qui, mélangées à d'autres, deviennent des bombes chimiques ou biologiques catastrophiques. On a mis en place des systèmes internationaux de contrôle et d'interdiction des armes chimiques et des armes biologiques. Ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les armes nucléaires. Il faut en avoir la volonté politique. Quand aujourd'hui l'Iran, par exemple, se lance dans un processus d'enrichissement, le problème est de savoir jusqu'à quel degré d'enrichissement il va aller. Et puis le problème est surtout, au-delà de l'aspect purement technique, le problème est celui de la volonté politique. Pour un pays comme l'Iran aujourd'hui, dans la situation du monde tel qu'il est, et du Moyen-Orient en particulier, où son voisin l'Irak, avec qui il a une histoire tumultueuse, est quand même, alors je ne sais pas comment on doit dire, je ne sais pas si on doit dire libéré ou envahi. En tout cas, ce que je constate, c'est que soit libéré, soit envahi, de toute façon, c'est la guerre civile en Irak. Et que ce pays est au bord de la désagrégation. Il a peut-être même passé le bord déjà, au sens où il est bien possible qu'on se retrouve dans un délai bref avec, d'un côté, une ancienne partie de l'Irak sunnite, une autre partie chiite et une autre partie druze ou kurde. Bon. Et que l'Iran a donc quelques raisons de s'inquiéter, à l'évidence. Comme en plus le régime iranien tient périodiquement des propos tout à fait provocateurs et insupportables, il est dans un rapport de force mondiale qui l'inquiète. Alors, qu'il joue sur l'ambiguïté qu'il y a justement entre les technologies civiles et militaires, c'est une évidence. Parce qu'on peut toujours assurer que ce qu'on fait est purement civil, il n'y a pas de démonstration absolue que ce soit le cas. Il n'y en a jamais eu aucune. Ça a permis à des pays comme Israël, le Pakistan et autres de développer et d'arriver à posséder les armes nucléaires. Donc, dans le cas de l'Iran, on peut aussi se poser la question. Et ce n'est pas parce qu'un régime assure que ses intentions sont purement pacifiques qu'il faut le croire sur parole. Est-ce que les problèmes liés à l'énergie vont donner des lettres de noblesse à l'énergie nucléaire? Je n'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin au niveau national et international de réfléchir à de quelles énergies on a besoin pour répondre aux besoins des populations, mais aussi pour promouvoir l'avenir de la planète. On a besoin d'énergie durable. L'énergie nucléaire est-elle une énergie durable? C'est en débat. Ce qui est sûr, c'est que même si l'énergie nucléaire apparaissait, in fine, comme la seule solution, ça ne justifie aucunement, pour autant, le développement des armes nucléaires. On peut avoir des centrales nucléaires qui donnent de l'énergie, et éliminer définitivement les armes nucléaires sur la planète. En tout cas, je pense que c'est un challenge aujourd'hui que les populations du monde ont entre leurs mains. Ce développement nucléaire civil n'est pas si évident qu'il y paraît, parce qu'il pose de sérieux problèmes. Le problème des déchets, c'est quand même un problème non résolu. L'accumulation des déchets, ça va être de plus en plus difficile, et pour l'instant, on ne sait pas très bien les retraiter, ou quand on les retraite, on en fait du plutonium ou des instruments militaires, ce qui pose un sérieux problème. Et l'idée que ces centrales et ces déchets puissent se généraliser sur la surface de la planète, je ne suis pas sûr que ce soit une perspective réaliste.
Donc je ne crois pas à une généralisation du nucléaire civil sur la planète, aussi parce que ça pose d'énormes problèmes de sécurité, et que de sécurité technique, de niveau technologique dans le pays considéré, de sécurité générale. Si dans un pays l'appareil d'État n'est pas capable d'assurer la protection d'une zone et autres, l'installation d'une centrale nucléaire, c'est la voie ouverte à des tas de problèmes de chantage. Alors pour le coup, pas fantasmatique, mais de chantage terroriste ou simplement de chantage, comment dire, de groupes mafieux ou autres. Et donc, un nucléaire civil, ça ne s'installe pas aussi facilement que d'autres installations. Donc je ne crois pas vraiment à une généralisation. Qui est un nouveau développement? Oui, sans doute, mais on voit que l'Allemagne à côté de nous est en train de prendre le chemin inverse. Bon. Donc je ne pense pas que ce soit le facteur qui joue le plus sur la prolifération des armes nucléaires dans l'avenir. Mais rien n'est jamais certain. Dans les stratégies actuelles des militaires, il y a en bonne place la miniaturisation. Parce que les militaires ne sont pas des gens bêtes. On sait très bien qu'aujourd'hui, Hiroshima, même si on essaye de gommer, Hiroshima et Nagasaki représentent quand même quelque chose d'inadmissible, d'intolérable dans la tête de beaucoup de gens. Et donc, l'arme atomique, comme elle a été à Hiroshima et Nagasaki, même si c'est ça qu'on prépare, c'est difficile à vendre. Donc, ils ont inventé les armes nucléaires propres, les armes nucléaires pour champ de bataille, les armes nucléaires ciblées. Si on avait des petites armes nucléaires, ça permettrait, par exemple, de liquider des bunkers. Alors on s'est beaucoup servi de cette image dans le cas de l'Irak et de Saddam Hussein, où il y a des bunkers enterrés, donc il faut percer assez profond et ensuite faire exploser ces bunkers. Avec les explosifs classiques, c'est compliqué. Et donc l'idée qu'on pourrait avoir une arme qui combine une première pénétration, puis là on a une petite, entre guillemets, arme nucléaire qui fait sauter le bunker. Bon. Sauf que, encore une fois, on voit bien que chaque fois qu'on va commencer à utiliser une arme nucléaire, on est dans l'impossibilité de dire si on va limiter cet emploi. Parce que aucune assurance, évidemment, n'est crédible dans ce cas, et que entre une petite arme nucléaire et une moyenne petite, et une grosse petite, et une moyenne, la graduation est très difficile à distinguer, et que c'est techniquement possible. La France, officiellement, il y a une déclaration récente encore de Mme Alliot-Marie, qui assure que la France a renoncé à toute recherche de mini-nuques, c'est le vocabulaire américain, les petites noix, a renoncé à toute recherche dans ce sens. En revanche, on sait que les États-Unis n'ont pas renoncé. Non seulement ils n'ont pas renoncé, mais il y avait un amendement du Congrès qui interdisait les recherches dans ce domaine. Cet amendement a été supprimé, et donc il y a des crédits qui ont été votés pour continuer des recherches sur de mini-armes nucléaires, ce qui ouvre la voie, dans ce cas-là, à des emplois. Quant à l'idée que des armes nucléaires pourraient faire moins de morts, ça, c'est techniquement quelque chose, je crois, d'un peu difficile. Est-ce que pour l'avenir, on peut restreindre le développement de l'arme nucléaire? Oui, sans doute. D'abord parce qu'on a déjà vu un certain nombre de restrictions. Les arsenaux des superpuissants, j'ai dit, ont été en gros divisés par 2. Ils prévoient encore de les diminuer. Alors ça restera des arsenaux tout à fait considérables, de l'ordre de 2000 ou 3000 têtes, mais c'est beaucoup moins que 15 000. Première chose. Deuxièmement, dans un certain nombre de pays, dans le cas de la France en particulier, on a réduit les différentes armes, on a supprimé la composante terrestre, on a supprimé les armes nucléaires d'ultime avertissement, et on a réduit les quantités. La France aujourd'hui n'a plus qu'un seul sous-marin nucléaire en permanence à la mer, par exemple. Alors que dans les années 80, on prévoyait d'avoir au total 6 sous-marins nucléaires lance-engins pour en avoir 3 à la mer en permanence. Donc on a une certaine diminution, qui s'explique aussi
par le fait que les affrontements éventuels aujourd'hui sont moins des affrontements de bloc à bloc comme c'était le cas au temps de la guerre froide, et que sont des désarticulations régionales qui ne relèvent pas de la dissuasion nucléaire. Bon, ce qui est un argument puissant pour limiter ces moyens nucléaires. Aujourd'hui encore, par exemple, il faut se souvenir que la France consacre le 5e à 20% de ses crédits d'équipement aux moyens nucléaires, ce qui est un montant tout à fait important. C'est quelque chose comme 3,5 milliards d'euros par an. Donc il y a des raisons économiques qui y poussent, il y a des raisons stratégiques. Globalement, on voit bien que ces moyens-là sont peu utilisables. Et en plus, il faut souhaiter qu'ils restent peu utilisables et qu'ils relèvent uniquement d'une dissuasion fondamentale et non pas d'une utilisation sur le terrain. Donc, possibilité de réduire, oui. Normalement, le traité de non-prolifération engage les pays dotés de l'arme nucléaire à développer justement le désarmement nucléaire. Et moi, je crois que dans les années qui viennent, il va se faire un certain nombre de pressions pour que cet engagement du TNP commence à être mis en œuvre et ne soit pas simplement le genre de phrase qu'on salue avec respect, mais dont on ne s'occupe jamais concrètement. Les pays aujourd'hui les plus dynamiques pour l'élimination de l'arme nucléaire sont des petits pays. La Malaisie, l'Égypte, la Suède, le Mexique, ne sont pas obligatoirement des grands pays, mais qui tiennent tête aux plus puissants. Donc aujourd'hui, l'issue c'est celle-là. L'issue c'est la mobilisation pour le désarmement nucléaire de 3 types d'acteurs. Les citoyens, les institutions internationales, notamment l'ONU, et les États. Évidemment, dans les États, il y a une diversité, mais en tout cas les États qui sont pour. La conjonction de ces 3 facteurs peut avoir raison de ces grands stratèges américains, français, russes, chinois et britanniques, qui de toute manière nous mènent à notre perte. Ce qui est inquiétant, c'est que les États-Unis en particulier ont entrepris d'accélérer à nouveau leurs recherches sur de nouvelles formes d'armes nucléaires, de mini-bombes, de nouvelles techniques. Et que ça risque de développer une certaine course aux armements. On a vu la Russie, par exemple, dans ces 2 dernières années, mettre au point un missile hyper véloce, comme on dit, ce qui est un pas de plus dans la course aux armements. Donc il y a ce facteur contradictoire, c'est-à-dire il y a d'un côté des raisons stratégiques dans l'équilibre du monde qui font que le nucléaire a sans doute plus la même place et le même rôle que ce qu'il avait auparavant, mais il y a ces recherches accélérées technologiques des États-Unis et, dans un certain sens, de la Russie, qui vont un peu à l'inverse et qui risquent de développer une course.